Merci à tous, bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir ici à Kaysersberg. C'est la première fois de ma vie que je viens à Kaysersberg, donc je suis très heureux. Voilà. Comment? À Kaysersberg en général et à La Poutroie. Voilà, vous voyez, je commets ma première erreur de destination, mais il y en aura sûrement d'autres. Alors, je ne viens pas tout à fait de Bordeaux. J'ai fait une petite étape en Auvergne. Je suis originaire de l'Auvergne, donc je connais un petit peu les montagnes aussi. Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir à Poutroie. C'est comme ça qu'on dit à La Poutroie ou à La Poutroie? À La Poutroie, voilà. Cette fois, on y est. C'est bien, ça me donne une transition sur les mots. Hein. Internet, c'est le monde des mots et des chiffres. Vous avez connu les chiffres et les lettres, on a tous connu ça. Ben, sur Internet, aujourd'hui, c'est des mots et des chiffres. Et je dirais même, par extension, que le tourisme est devenu une histoire de mots et de chiffres. Je vais vous en parler juste après. Tout d'abord, il faut que je me présente. Donc, je suis Pierre Croiset, je dirige la société GMT Édition, qui est basée à Bordeaux et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le e-tourisme. Ça fait presque 10 ans qu'on intervient dans ce domaine-là. On a débuté à une époque où le mot de e-tourisme n'existait même pas. Le e-tourisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des nouvelles technologies appliquées au tourisme, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a 10 ans, on connaissait à peu près seulement les sites web. Aujourd'hui, il y a une collection d'outils qui est absolument phénoménale. Vous le savez parce que pour la plupart, j'ai vu tout à l'heure les petits écrans qui s'allumaient, vous avez des smartphones dans votre poche, des téléphones intelligents capables de se connecter à Internet. Certains ont même des tablettes. Parmi vous, j'imagine, la plupart, vous avez chez vous des écrans plats, des écrans LED, des écrans LCD, qu'on retrouve aussi dans les lieux publics, dans des organismes, dans des structures privées, on en trouve parfois à la poste, dans les supermarchés, on en trouve aussi de plus en plus dans les offices de tourisme. Donc on a un rapport à l'information qui a été complètement bouleversé dans ces 10 années. Et ce rapport à l'information qui a été bouleversé nous a bouleversé aussi dans nos pratiques de touristes, dans nos pratiques de citoyens, dans nos pratiques de la vie de tous les jours. Alors, pour vous dire où on en est, et pour revenir sur cette histoire de mots et de chiffres, et pour rebondir aussi sur des choses que j'ai entendues tout à l'heure lors de l'Assemblée générale, des préoccupations que vous avez qui sont complètement légitimes, de savoir, par exemple, comment on fait pour me trouver, comment on fait pour me voir. Comment est-ce que je peux être visible? Tous ces touristes-là qui passent leur temps finalement maintenant avant de préparer leurs vacances à taper des mots dans Google, comment ils font pour me voir? Comment est-ce qu'on me trouve uniquement par des jeux de mots? Bon. On était il y a quelques jours avec mon équipe, on réfléchissait sur un projet et c'était cette préoccupation qu'on avait en tête. Comment faire pour qu'une offre touristique soit correctement vue dans Google sans qu'on sache forcément à l'avance ce que vont taper les internautes? Quels sont les mots qu'ils vont utiliser pour exprimer une demande, pour exprimer un rêve, pour exprimer un désir? Alors, pour vous donner une petite idée de la technicité de ce monde-là, nous parlions de la dernière version de l'algorithme de Google. Figurez-vous que ça porte un nom, les versions d'algorithmes chez Google. La version qui est en cours s'appelle Panda. Il y a aussi Pingouin. Pingouin et Panda qui coexistent. Mais la version la plus actuelle, c'est Panda. Et nous en sommes à la 26e version de Panda. D'accord? Ces 26 versions de Panda ont été mises en œuvre durant les 18 derniers mois. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle évoluent les choses. Vous le savez, vous êtes conscient de tout ça, mais parfois il faut aussi s'intéresser à l'envers du décor et mesurer un peu ce qui se passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la manière qu'a Google de vous voir, de vous trouver, à l'aide de quelques mots tapés par un internaute, eh bien, ça fait appel à une usine à gaz complètement phénoménale. L'algorithme de Google évolue également parce que Google a des objectifs qui changent au fil du temps. Au début de Google, il s'agissait simplement de donner une réponse pertinente à quelqu'un qui s'exprime avec des mots. Comme si je vous parlais, mais au lieu de vous parler, j'emploie juste des mots, par exemple, tourisme, La Poutroie. Je demande ça à Google, charge à lui de trouver une information qui corresponde à ce que j'ai dans la tête. C'est quand même un défi extraordinaire. Au début, ça a commencé comme ça. Ils ont réussi, ils sont devenus ce qu'on connaît d'eux aujourd'hui, c'est-à-dire des géants, et ils ont quasiment le monopole sur cette recherche qui va au-delà de la recherche. C'est une mise en relation. Nous nous mettons en relation, prestataires, touristes, office de tourisme, clients, consommateurs, offreurs de je ne sais quoi. Nous nous mettons en relation en 2013 par l'intermédiaire d'écrans dans lesquels on tape des mots. C'est ça la réalité des choses. D'accord ? Alors, c'est extrêmement compliqué parce que Panda 26, il a d'autres objectifs que les débuts de Google. Panda 26, il est en tête du commerce. Il est en tête
des commissions prélevées par Google sur des ventes. Google monnayant le trafic qui l'amène à des cybermarchands ou à des marchands physiques. Vous êtes des marchands physiques pour la plupart. Donc Google tente déjà et va tenter encore plus au fil des ans de monnayer cet apport de ce qu'on appelle dans notre vilain jargon du marketing, cet apport de prospects. Ça veut dire que l'algorithme est là non seulement pour assurer la meilleure relation possible entre quelqu'un qui cherche quelque chose et vous qui offrez des choses, mais cet algorithme est là aussi pour maximiser le profit de Google. Ne jamais l'oublier. Alors on discutait de Panda 26 et on discutait au-delà de ça d'un autre aspect très technique, on parlait des rich snippets. Terme anglais, puisque ce sont les Américains qui dominent le secteur. C'est quoi ces rich snippets? Eh bien, c'est un format spécifique de données qui fait que Google va être capable d'interpréter des informations comme les coordonnées de vos établissements respectifs et même les horaires et les numéros de téléphone. C'est très intéressant. Bravo Google, c'est une vraie innovation. Maintenant, quand je tape le nom d'un restaurant ou d'un hôtel associé au nom d'une commune ou d'un territoire, j'obtiens pas seulement la référence de sa page web, mais j'obtiens également des informations sur les horaires, les coordonnées, les numéros de téléphone, etc. etc. C'est formidable. Mais ça a une incidence. Si vous ne respectez pas les formats imposés par Google à travers les rich snippets, vous devenez invisible. Donc, c'est là où je veux en venir, finalement. Si la diapo veut bien s'afficher, la voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez déjà, mais il faut l'illustrer, il faut le redire chaque jour, l'information touristique est stratégique. Et elle est stratégique, jeu de mots, jeu de chiffres, parce que derrière, il y a de l'économie, bien entendu. D'accord ? L'économie touristique dépend aujourd'hui en grande partie de l'information touristique qui est sur le web. Parce que ça, vous le savez, on vous l'a répété des dizaines de fois, mais on considère qu'à peu près 80-90% des clientèles touristiques préparent et réservent leur séjour sur Internet. C'est devenu le passage obligé. Alors, vous connaissez la forme ancienne du système où on faisait payer la visibilité dans des objets papier qui s'appelaient les annuaires. Bon, voilà, c'est les pages jaunes. Alors, ça existe toujours, les pages jaunes, hein, c'est un peu brinque-ballant, mais enfin, on continue, bon an, mal an, à vous démarcher pour vous demander de payer le fait pour placer vos coordonnées, votre adresse, vos numéros de téléphone, vous connaissez ça par cœur. Alors, sur Internet, il y a toujours cette espèce de chose très troublante. Internet, ça paraît toujours gratuit au premier abord. C'est ça qui est génial. Hein, ça rentre. Non, vous ne payez rien, entrez, il n'y a pas de problème, vous êtes des amis, vous mettez vos coordonnées, respectez juste ce format, voilà, et puis vous ne payez rien. Vous savez très bien maintenant qu'on finit toujours par payer quelque chose, même des toutes petites sommes. Mais il n'y a pas de petit profit sur Internet. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu particulier. Il y a des nouveaux arrivants sur ce marché, parce que c'est un marché, de l'information, et en particulier de l'information touristique. Il y a notamment un opérateur qui est encore très peu connu en France. Il s'appelle Yelp. Yelp, c'est quoi? C'est l'abréviation de Yellow Pages. Yellow Pages, c'est les pages jaunes américaines. Ils ont décidé, depuis maintenant plusieurs années, de réorienter leur activité vers le web, tout simplement parce qu'ils ne gagnaient plus assez d'argent avec les annuaires papier. Ce faisant, ils ont développé des applications mobiles, puisqu'ils ont compris que leurs clients, c'est-à-dire tout demandeur d'informations sur des commerces ou sur des prestations diverses et variées, services publics, tourisme bien entendu, ce qu'on appelle dans notre jargon et ce que les Américains appellent le local business. Eh bien, ces gens qui avaient besoin de trouver des informations relatives au local business le faisaient depuis leur téléphone. Donc, ils ont mis en place une application. Jusque-là, c'est du banal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est leur stratégie d'implantation en Europe. Yelp engagé, c'est pas vieux, hein, ça fait à peu près 12-15 mois que Yelp commence à tisser sa toile dans notre pays et plus largement en Europe. Comment ils font? Eh bien, c'est assez simple, vous ne voyez pas très bien l'écran, mais je vais le commenter. Ils ont recruté dans chaque ville, chaque métropole régionale, ce qu'on appelle des community managers. Donc il y a une personne par ville, il y a une personne à Strasbourg, une personne, peut-être plusieurs personnes à Paris, une personne à Bordeaux, à Lyon, etc., qui va se charger de collecter
et de saisir dans des bases de données les informations relatives au commerce et plus généralement donc à ce qu'on appelle le local business, dans lequel on va trouver les restaurants, les hôtels et toute forme d'activité touristique. Donc il y a une personne qui passe son temps à éplucher le web, à éplucher des sources d'informations et qui saisit. Qui saisit quoi? Le nom de la structure, ses coordonnées bien entendu, son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Dans un premier temps. En plus de recruter des community managers et de leur demander de saisir ces informations, Yelp leur dit autre chose. Vous allez devoir essayer d'identifier des personnes, peu importe qui, qu'on va appeler des Yelpers, et qu'on va essayer de faire travailler en communauté, en mini-réseau social. Et ces gens-là, on va leur demander quoi? On va leur demander simplement d'animer toutes ces adresses qu'on saisit, en y rajoutant des commentaires. Vous connaissez les commentaires, hein, TripAdvisor et tout ça, vous savez, vous êtes habitués maintenant. Des commentaires, des notes, des recommandations, enfin tout ce qui fait qu'on dépasse le simple cadre du listing et où on amène une valeur ajoutée. En quelque sorte, on amène du conseil. Hein, cette fameuse mission qui est dévolue notamment à votre office de tourisme. Donc les Yelpers, ils saisissent et quand ils ont fini de saisir ou qu'ils en ont marre de saisir, ils vont animer leur réseau de Yelpers. D'accord ? Et comment ils font? Ils les invitent au restaurant. Il y a des récompenses. Ah, vous avez fait un commentaire? C'est super sympa, bravo. Ah bah tenez, jeudi, on va tous au resto, on se fait une réunion de famille de Yelpers et on partage nos expériences et on parle des restaurants qu'on a aimés, des soirées qu'on a adorées, etc., etc. Et je vous remettrai une casquette et je vous remettrai un stylo. Et on crée comme ça une sorte d'appartenance. Pourquoi faire? Au final, c'est un peu cynique, mais c'est pour enrichir la base de données de Yelp. Et derrière, des mots et des chiffres, on était sur des mots, maintenant on vient sur des chiffres. Les chiffres, c'est quoi? C'est Yelp qui commercialise son service et qui commercialise auprès des prestataires tels que vous. Ça va vous arriver, ils vont vous appeler, ça ne va pas traîner. Hein. Après les pages jaunes, vous aurez un jour quelqu'un qui vous appellera « Bonjour, je suis Yelp ». Là, vous pourrez dire « Ah oui, j'ai entendu parler de vous ». Ces gens-là vous appelleront et vous diront « Voilà, on a un nouvel outil extraordinaire ». Parce qu'il vous permet de savoir, à l'aide de statistiques, qui sont les personnes qui ont été intéressées à un certain moment par votre offre. Et à partir du moment où vous savez qu'une personne a été intéressée par votre offre, nous vous donnons les moyens, payants bien entendu, de contacter directement cette personne ou d'afficher des informations promotionnelles, par exemple, à un ensemble de personnes qui sont, disons, globalement, qui ont démontré de l'intérêt pour des offres ressemblant à la vôtre. On est en train de mettre en place un système où on va vous commercialiser la possibilité de toucher des gens qui sont potentiellement vos clients. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est extrêmement vaste. J'ai été hier avec un spécialiste de la question. Il y a des choses dans les tiroirs qui se préparent, c'est absolument phénoménal. Hein. Par exemple, la possibilité de savoir qu'une personne est en train de se diriger dans tel supermarché pour faire ses courses et juste avant qu'elle rentre dans le magasin, de lui envoyer les codes promo sur son téléphone. On en est là, on sait le faire. Hein, bien sûr, vous le savez, on sait localiser des personnes, on sait collecter des informations sur les personnes et on sait surtout analyser ces informations. On le sait que vous achetez toujours la même marque de pâté, vous achetez toujours la même marque de choucroute ou je ne sais quoi. On le sait quelque part. Tout du moins, quelqu'un est capable de le savoir. Et ce savoir-là a une valeur. Et c'est un enjeu phénoménal. C'est ce qu'on appelle parfois, vous avez peut-être entendu ce mot à la télé parce qu'il commence à se répandre, c'est le monde de la big data. La collecte permanente d'informations et son interprétation à des fins qui sont le plus souvent, il faut bien le dire, complètement mercantiles. Mais bon, ici, j'ai des gens qui sont dans l'économie touristique, donc vous êtes des marchands quelque part. Ça doit vous intéresser. Alors, je ne vais pas plus loin sur Yelp et je vous parle d'une autre forme d'information touristique qui relève pour moi de la nouvelle concurrence que les offices de tourisme doivent affronter. C'est une concurrence réelle. Pourquoi? Parce que regardez, Airbnb, je pense que vous avez déjà entendu parler d'Airbnb. Airbnb a mis en place un service qui s'appelle le concierge Airbnb. C'est très intéressant.
Le concierge Airbnb, c'est un service qui apparaît quand vous cherchez à réserver un hébergement sur cette plateforme. Vous arrivez à la fin dans ce fameux dialogue de vente en un clic, en une seule page web, vous descendez jusqu'à votre numéro de carte bleue. Et puis, bon, vous avez des informations qui sont demandées tout à fait classiques, quand est-ce que vous venez, combien vous êtes, combien de temps vous restez. Et de temps en temps, Airbnb intercale dans ces demandes de vente des éléments qui relèvent de ce qu'on appelle la CRM, la relation avec les clients. Des trucs qui n'ont rien à voir. Au fait, vous venez pour affaires ou en vacances ? Pourquoi il me demande ça? Pour faire de la big data. Chaque fois qu'on vous pose une question sur le web et que vous ne savez pas très bien à quoi ça sert, dites-vous que quelqu'un est en train de la collecter pour la revendre derrière. Et comme ça, quand on descend, on voit apparaître dans le dialogue de vente le concierge Airbnb. Tout d'un coup, on lui dit « Ah, au fait, là, vous vous rapprochez du numéro de carte bleue. On le sait que vous êtes susceptible d'abandonner avant la fin. » 70% des gens qui achètent des prestations sur le web, quel que soit le secteur économique, 70% abandonnent au moment de payer, de mettre leur numéro de carte bleue. Source, Google. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans le jargon le moment zéro de confiance, où on a un doute ultime, vous savez, je vais payer, il faut que je mette mon numéro de carte bleue, là ça rigole plus, et là on se dit, et si jamais il y avait quelque chose de moins cher ailleurs qui soit aussi bien que ce que j'ai vu là? Et hop, on s'en va. Voilà. Et tout l'enjeu pour les gens qui sont sur le web, pour les marchands, c'est de réussir à éviter que les gens s'en aillent au moment où ils vont payer, à diminuer la perte. Donc, plus ils se rapprochent de la carte bleue, plus on leur rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à acheter ce service. Et le concierge Airbnb, c'est ça. Alors, je vais vous le lire quand même, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce service? Pardon. Service concierge. On est sur l'encart à gauche. Vous voulez une réservation pour l'Oktoberfest en Allemagne? Vous cherchez un fleuriste à Paris? Vous voulez une réservation dans un restaurant à New York? Vous avez besoin d'un service automobile à San Francisco? Vous cherchez comment vous rendre un spa en Islande? Le concierge Airbnb est là pour s'occuper de vous. Vous remplacez tous les noms de villes que je vous ai donnés par des noms de chez vous, et ça ressemble furieusement à quelque chose dont le nom commence par office et finit par isme. Assistance médicale. Tomber malade ou se blesser pendant votre séjour est déjà assez difficile. Le concierge Airbnb ne peut pas vous guérir, mais il peut vous aider à trouver le docteur le plus proche, l'hôpital, etc. Ça aussi, c'est une mission typique rendue par un office sur un territoire. Et le troisième, pour enfoncer le clou, le concierge Airbnb peut vous aider à réserver un nouveau vol, louer une voiture, vous guider vers une station de train ou vous trouver le distributeur automatique le plus proche. Rien n'est trop ou pas assez pour le concierge Airbnb. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rendre votre voyage moins fatigant, appelez-nous. On pourrait reprendre ça et le mettre sur les sites d'office de tourisme parce que c'est exactement cette mission. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est dans leur foire aux questions, quand dois-je appeler le concierge Airbnb? Vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment. Ce service est gratuit pour peu que vous ayez réservé un hébergement par l'intermédiaire de Airbnb. Quelles sont les heures de service? C'est là où c'est compliqué pour nous. C'est H24, 7 jours sur 7. Forcément, parce que je ne l'ai pas encore activé ce service, mais je vais le tester. J'imagine qu'on est connecté à une plateforme téléphonique ou à des plateformes téléphoniques, et ils se débrouillent pour être présents dans plusieurs sites à l'échelle de la planète, donc garantir un service qui est ouvert 24 heures sur 24. Alors, il y a une incidence quand même là-dedans, c'est qu'il faut s'interroger sur ses concurrents. Il faut se poser des questions, parce qu'on pourrait très bien se dire, après tout, s'ils sont vraiment performants, il n'y a qu'à faire avec eux. C'est tout le débat qu'on a en ce moment, qui est assez vif, qui bouscule beaucoup. C'est de se dire finalement, est-ce que les offices de tourisme sont en péril? Alors on ne va pas s'éterniser là-dessus, on espère bien que non, et on a des armes pour se défendre. Mais ça vaut le coup quand même de se poser quelques questions sur ces Yelp, sur ces Airbnb et tout ça. Alors j'ai essayé de faire un petit tableau de synthèse qui récapitule des points, disons, à débattre. Je ne cherche pas du tout à trancher parce que j'en sais rien, ça évolue très vite. Les informations, je les ai à peu près au même rythme que vous, à peine un peu en avance. Ça soulève beaucoup de questions. La source des infos, par exemple. D'où viennent les informations? Ici, sur votre destination, les informations, on sait d'où elles viennent. Elles viennent de la saisie qui est faite par les experts de l'office de tourisme. Ils connaissent la destination, ils saisissent. Quand ils ont un doute, ils vous appellent, ils vérifient, ils mettent à jour. Sur Yelp, c'est plus compliqué. Il y a une partie des informations qui viennent du web, c'est-à-dire des gens qui saisissent, les fameux community managers, vous savez, il doit y avoir un ou une community manager à Strasbourg. Comment elle fait pour renseigner sa base? Elle va sur Google. Alors vous imaginez, si jamais vous avez une information erronée qui vous concerne,
Genre une faute d'orthographe à votre nom. Un type qui vous a appelé Kaisersberg au lieu de la Poutroie, par exemple. Bon, vous allez vous le traîner sur 50 bases de données. Parce que tout le monde aura recopié la même bêtise. Ça arrive tout le temps. Bon. Ils ont aussi ce qu'on appelle du 2.0, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel à leur communauté de Yelpers, les gens qu'ils invitent au restaurant ou je ne sais où, et ils vont enrichir leur base avec ça. Et puis enfin, ils vont peut-être faire appel à des spécialistes, pourquoi pas, qui vont leur renseigner une catégorie en particulier dans leur base. Airbnb, comment ils renseignent les informations qui sont utilisées par leur concierge? Parce que vous imaginez bien, la plateforme d'appel, je ne sais pas où elle est moi, si elle est à Mexico, c'est assez compliqué. Allô, Mexico, je voudrais savoir où se trouve le restaurant le plus proche. Là, je suis à la Poutroie. Et il est 20h30, il est 20h32 et on est mardi. D'où sort l'information? Du web. Ça veut dire que vous faites appel, vous utilisez le service de concierge d'Airbnb, la personne qui vous répond au bout du fil est en train de vous répondre en regardant le site de l'Office de tourisme. On en est là. D'accord? Le rapport au prestataire maintenant, c'est important aussi, parce que dans les 10 ans, depuis les 10 années là où je suis dans le e-tourisme, j'ai vu ça aussi, hein, les prestataires touristiques, maintenant, vous avez une panoplie de services que vous n'aviez pas avant. Il n'y avait pas tous ces noms là qu'on a cités, les Booking, les Abritel, tout ça, ça n'existait pas. Maintenant, vous l'avez. C'est intéressant, ça vous amène du chiffre d'affaires. Il y a des rapports cependant qui sont différents. L'Office, vous êtes adhérent, pas une cotisation. On l'a vu tout à l'heure. Pour Yelp, vous êtes des clients, donc vous payez un abonnement. Pour un ordinateur, on se met en veille. Pour Airbnb, c'est pareil. Vous êtes des clients. Et par contre, il est intéressant de se poser comme question, c'est qui sont les clients de ces structures-là? Pour l'Office de tourisme, il n'y a pas d'ambiguïté. Le client final, c'est le touriste qui est sur la destination ou qui a envie de venir sur votre destination. Pour Yelp, en revanche, le client, ce n'est pas le touriste, c'est vous. Pour Airbnb, le touriste n'est pas le client, c'est le prestataire le client. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Parce qu'il y a une incidence sur les objectifs et les missions de ces différentes structures. L'Office de tourisme, il a un objectif. Enfin, normalement, c'est celui-là qu'il doit avoir, c'est de maximiser l'économie touristique du territoire, donc le revenu sur la destination. Yelp, son objectif, c'est de maximiser le revenu de Yelp. Et Airbnb, son objectif, c'est de maximiser le revenu d'Airbnb. C'est logique. Alors, ce n'est pas forcément gênant. Moi, ça ne me choque pas plus que ça, si vous voulez. Si au bout du compte, vous y retrouvez, que vous vous abonnez à ces services et que ça vous amène du chiffre d'affaires, très bien. Très bien. Il y a une différence quand même. C'est que un office de tourisme, c'est du collectif. Yelp, Airbnb et consorts, ce n'est pas du collectif. C'est de l'individuel. La destination ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est vous, prestataire, comme client individuel. Ça change des choses, si vous voulez. C'est-à-dire que pour ces grands services du web, la notion de destination touristique, elle n'est pas très importante. Ils s'en foutent un peu. Et même, à terme, je pense qu'ils vont se charger de les réinventer sur la base des analyses statistiques. Aujourd'hui, un acteur comme Google est capable de faire une carte des destinations touristiques réelles de la planète, en se basant simplement sur les données de géolocalisation des touristes. De dire, attendez, vos touristes, ils vont de là à là, puis de là à là, nord, sud, est, ouest. Ça se déplace dans un rayon de telle sorte, donc la destination, c'est celle-là. Et le risque qu'il y a derrière tout ça, il y a plein d'avantages, il y a plein d'opportunités, on peut s'en servir pour améliorer tout un tas de services, ça peut être extrêmement enrichissant. Moi, je viens des nouvelles technologies, je suis un fervent partisan de l'évolution de ce monde. Voilà, j'y crois beaucoup, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire. Mais il faut reconnaître aussi que ça pose un certain nombre de problèmes. Et le problème que ça pose, c'est surtout l'exclusion. C'est-à-dire qui décide à un moment d'exclure une partie du territoire au motif qu'il n'y a pas assez de monde et que ce n'est pas assez rentable. Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, la question se pose. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, celles que j'ai trouvées, j'en ai pas trouvé énormément. On pourra enrichir tout ça après, certainement, si vous voulez. Mais par exemple, qui garantit l'éthique de Yelp et d'Airbnb? Autrement dit, est-ce qu'on peut me garantir quelque part que les prestataires sont également traités dans ces systèmes? Il y a des algorithmes. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, l'objectif de Yelp, c'est de maximiser le profit de Yelp, bah, on a tout intérêt à valoriser les prestataires qui sont les plus rentables, qui sont les plus performants, ceux qui sont déjà les plus visibles. D'accord? Ça fait partie de la logique des choses, je dirais. Je ne dis pas qu'ils fonctionnent comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'intéresserait de savoir.
Qui garantit la qualité des informations du concierge Airbnb? Bah, je sais pas. Si c'est l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg qui garantit la qualité des informations d'Airbnb, moi je dis une chose, Airbnb doit payer le service. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, troisième question, qui évidemment est gênante, qui est bousculante quelque part, c'est quel est le service le plus performant? C'est peut-être un critère aussi. Alors pas par rapport seulement aux prestataires, encore que ce soit tout à fait valable, mais aussi par rapport aux clients. C'est-à-dire que si j'appelle le concierge Airbnb ce soir, que je lui demande quel est le restaurant ouvert où je peux aller, que le concierge Airbnb me raconte n'importe quoi et que je me retrouve planté devant une porte fermée, je considère qu'il y a un problème. Et nous avons tous un problème à partir du moment où le touriste a un problème. Voilà. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien, on peut se dire, c'est nul, cette destination, il n'y a pas de restaurant ouvert. Et si ça se trouve, à 2 km, il y en a un qui était là, mais on ne l'a pas su, il n'y avait pas les mots, ce n'était pas dans les chiffres, donc c'est invisible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dirais c'est la fameuse devise, bien connue, ne pas subir. Alors ne pas subir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qui est déjà à l'œuvre chez vous. Ce n'est pas partout le cas, mais chez vous, ça se sent qu'il y a quand même des débats, il y a une réflexion qui est menée. Repensez un petit peu la mission de l'Office de tourisme. Non pas dans ses grands fondamentaux, promouvoir, accueillir, conseiller, ça reste. Mais c'est plutôt la manière de concevoir tout ça et de mettre tout ça en pratique. En termes de service, en termes de rapport aux clients, en termes d'ambition aussi, pourquoi pas. C'est aussi renouveler ses outils. On l'a dit tout à l'heure, il y a des écrans partout. Il y a de l'Internet partout. Vous savez bien, maintenant, les clients, j'imagine que c'est un peu comme ça, c'est comme partout. Ils arrivent dans vos hébergements ou dans vos restaurants ou je ne sais où. La première chose qu'ils demandent maintenant, ce n'est pas les toilettes, c'est le Wi-Fi. Après, ils demandent les toilettes et ils emmènent leur smartphone dans les toilettes. Vous avez vu la pub du trèfle parfumé? Vous l'avez vu cette pub? Bon, c'est pas mal, je trouve. C'est bien vu. C'est bien vu. Donc, renouveler ces outils avec des objectifs, innover, bien entendu, et s'adapter. Et puis surtout, redonner du sens. En tout cas, ne pas perdre le sens, ne pas se laisser complètement subjuguer là, par ces outils fabuleux avec des noms là, qui arrivent de partout, qui font des choses merveilleuses sur des écrans. Je dis ça, moi j'en vends, mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'être prudent et puis d'essayer de relativiser un tout petit peu, d'essayer d'être lucide. Essayez de ne pas perdre le sens. Le sens du collectif, de la destination et aussi le sens du temps. Il y a des choses qui sont très éphémères, il faut aussi essayer de construire des choses dans la durée. Alors, on est dans une révolution de l'accueil numérique. Moi, j'ai tendance à simplifier, parce que là aussi, c'est hyper compliqué, si vous voulez. J'ai mis à l'écran quoi? Un smartphone, une tablette, et puis une collection d'écrans qui va à l'infini. Nous, dans notre boulot de technicien, il faut savoir que c'est une jungle, c'est effrayant. Aujourd'hui, quand vous réalisez un site Internet, vous devez tenir compte de dizaines de paramètres d'affichage, parce qu'il n'y a pas un constructeur qui a la même taille d'écran, il n'y a pas un constructeur qui a la même résolution. Samsung sort des modèles maintenant tous les 4 mois, tous les 6 mois. Vous avez le S2, juste après il y a eu le S3, il y a le S4, il y a le Mini S3, il y a le Galaxy Note, il y a À chaque fois qu'ils sortent un modèle, les caractéristiques techniques changent. Taille d'écran différente, résolution différente, système d'exploitation pas géré de la même manière. Bref, on se retrouve avec des outils qui peuvent très bien ne plus fonctionner simplement parce qu'on est passé du S3 au S4. Alors, comment faire par rapport à tout ça? Moi, je simplifie en disant ce qui compte au fond, c'est l'expérience de l'utilisateur. Parce que c'est la base du tourisme, ça, finalement. C'est comment on part de chez soi, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas du tout, et on vit une expérience, on vit une histoire. Ça va faire un petit bout de vie. Voilà. Et ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe moyennement bien. Enfin, il y a toute une échelle de vécu par rapport à ça. Donc, peu importe l'outil, peu importe la technologie, qu'est-ce qu'on amène comme expérience à l'utilisateur? Alors, je vais essayer d'illustrer ça à travers divers exemples un peu plus tard. Ce qui est important de retenir par rapport à ça, c'est que nous sommes, que nous le voulions ou non, dans une relation d'écran à écran. Le syndrome, c'est quoi? Le syndrome, c'est le touriste qui arrive chez vous, là, il arrive devant l'office de tourisme, il ne rentre pas dans l'office de tourisme et il cherche une info sur son smartphone alors qu'il y a quelqu'un à 2 mètres de lui qui peut répondre. C'est un peu absurde, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne tous. Voilà. Alors, d'où l'intérêt de réinventer peut-être la relation d'écran à écran et de se dire, même si je suis là et qu'il est dehors, eh bien, je vais devoir quand même passer
par l'écran. Je réponds à l'absurde par l'absurde, mais je pense que c'est par là qu'on trouve la solution, plutôt qu'en se disant « Non, je vais essayer d'attraper tous les gens qui ont des téléphones à l'extérieur, et je vais aller les voir, et puis je vais discuter avec eux. » C'est impossible, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Donc, ils sont dehors, je suis dedans, j'ai mon ordinateur, ils ont leur smartphone, rentrons en relation. Comment on fait? Il y a des nouveaux outils. D'abord, il y a des noms compliqués. Le site portail RWD, c'est quoi? C'est Responsive Web Design. C'est une astuce technique qui permet à un site Internet de s'adapter à l'écran qui se connecte à lui. C'est une sorte de site Internet intelligent qui va essayer de modeler son interface et ses contenus pour que, quel que soit le terminal avec lequel je me connecte, j'ai toujours la même expérience utilisateur. En l'occurrence, ultra simple, je veux pouvoir trouver rapidement l'information que je cherche. C'est ça qu'on attend. Les réseaux, c'est les réseaux au sens large, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc là aussi, il faut s'imaginer que certaines personnes cherchent des informations touristiques en passant par Facebook. Pourquoi pas? Il y a un moteur de recherche dans Facebook. Et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, n'a de cesse de perfectionner son moteur. Pourquoi? Pour réussir à monnayer, évidemment, les recherches. Les tablettes d'accueil, ça aussi, c'est en train de se répandre, c'est-à-dire la possibilité offerte à un touriste d'avoir, au lieu d'avoir un magazine sur la destination, d'avoir une tablette dans son établissement qui va présenter les diverses facettes de la destination. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on est dans des univers et dans un monde très volatile. Je crois que c'est Christophe tout à l'heure qui évoquait comme ça le côté zapper. Dire c'est difficile de trouver maintenant des gens qui ont passé 28 ans dans le même hébergement. C'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on zappe. Or, on sait que si on veut augmenter le revenu d'une destination, et ça n'a pas changé depuis les débuts du tourisme, il faut réussir à faire rester les gens sur place. La tendance qu'on a avec tous ces joujoux technologiques, c'est justement à ne pas rester sur place et avoir sans cesse de nouvelles propositions qui vont nous amener à sortir de notre territoire de séjour. Donc on essaie de contrer ce phénomène en amenant l'information au plus près de ces clientèles qu'on va appeler des mobinotes, sans vouloir tous les qualifier de geeks. Le Wi-Fi, on en a parlé, et puis divers écrans. Et on retrouve vis-à-vis de ces outils, le même cycle qui, lui, ne change pas au fil des ans. Depuis que le tourisme existe, c'est toujours le même. On commence d'abord par rêver. Ensuite, on va chercher à planifier, à préparer. Puis, on va acheter une prestation. Et enfin, on va séjourner et on va partager. Avant, on partageait avec des cartes postales, avec les photos, avec les diaporamas et choses comme ça. Maintenant, on partage sur les réseaux sociaux. Ça ne change pas. D'accord? Donc, on s'adapte. Alors on s'adapte jusqu'à un point étonnant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes tous des offices de tourisme. Oui, le client, il est là avec son téléphone, vous êtes à côté de lui, vous le faites déjà de toute façon de donner des conseils. Vous pouvez aller plus loin et vous pouvez aussi diffuser des informations touristiques de sources sûres, en l'occurrence probablement l'office de tourisme, dans votre lieu d'hébergement, dans votre restaurant, dans votre activité de loisir. L'idée de fond, elle est partagée par tous, c'est rendre le meilleur service possible aux clients de la destination. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose, premièrement, que vous ayez tous le même niveau d'information. Ça passe par quoi? Par une connexion à la même source. Voilà. Donc, ça se traduit comment? Par exemple, par on développe, nous, des écrans dynamiques qui diffusent, un peu comme un programme télé, des informations de base comme la météo, comme les actualités locales, comme les éphémérides, des choses comme ça, et puis aussi des informations liées spécifiquement à la destination. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ce soir comme manifestation dans la vallée? Et ça, on le diffuse sur des écrans, et ces écrans peuvent être placés chez tous les hébergeurs. Ce qui fait qu'au petit déjeuner, le client, au lieu de regarder BFM TV, ou la chaîne de télé que vous avez choisie pour lui, il regarde finalement le programme du territoire. Ça peut l'inciter, pas pour tous, mais pour certains, ça peut les inciter à rester un tout petit peu plus longtemps chez vous. Deuxièmement, une diffusion cohérente de l'information. Troisièmement, ça suppose aussi que l'information circule, donc vous puissiez aussi alimenter les bases. Et enfin, que le travail des uns et des autres et les initiatives des uns et des autres soient valorisées. Alors comment faire la différence? En donnant plus que de l'information, du conseil. Je crois que l'enjeu, il est là. Parce qu'évidemment, sur votre nom, vos coordonnées, votre localisation, vous avez bien compris que les grands concurrents, ils sont là, ils vont s'améliorer, ils vont être de plus en plus forts, et vous allez les aider en plus à vous trouver, c'est normal. Par contre, sur le conseil, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est là pour renouveler la relation avec les touristes et entre prestataires.
Alors j'arrive à la toute dernière partie de mon intervention avec 2 bonnes pratiques. La première, c'est la vôtre. C'est celle qui a été initiée dans le cadre d'une démarche très innovante. Il faut savoir que c'est la seule démarche de ce type en France. Ça s'appelle l'Internet de séjour et ça concerne l'Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg et l'Office de tourisme de Mulhouse. Par quoi ça se traduit? Eh bien, par un site. Alors, vous voyez un tout petit extrait. Le site n'est pas encore en ligne. Il le sera bientôt. C'était évoqué tout à l'heure, en juin, peut-être avant. C'est un site très original, optimisé pour tablette et qui est basé sur les envies des visiteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche entre dormir, manger, sortir. On a une approche qui est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc, on est plus dans la relation de suggestion. J'ai envie de me cultiver. J'ai envie d'occuper les enfants. Ça figure dans les paramètres qu'on a retenus. Et on a essayé de coller, c'est surtout les offices de tourisme qui ont fait ce travail avec nous, mais on a essayé de coller au maximum aux attentes classiques, entre guillemets, des touristes. Et on a confronté ces attentes avec les questions qui sont régulièrement posées au comptoir de vos lieux d'accueil. Donc on arrive comme ça à une collection d'envies, et à partir de là, on a des offres qui vont apparaître. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de pousser le bouchon plus loin, bien entendu, vous voyez un tout petit peu sur la droite, mais c'est leur dire, là, vous avez envie de vous cultiver, mais quand est-ce que vous allez concrétiser cette envie? Ah ben c'est pour demain. Ok, très bien. Et là, on va confronter cette demande avec les horaires d'ouverture des services en question, en apportant une expérience utilisateur supplémentaire, en apportant un service qualifié supplémentaire qui consiste à dire « je vous certifie que les lieux qui correspondent à votre envie de vous cultiver pour demain après-midi seront ouverts quand vous irez ». Vous imaginez le travail de qualification de base qu'il y a derrière. Les offices sont en train de bosser là-dessus. Il faut appeler souvent, il faut vérifier tout. Vérifier que de telle date à telle date, tel service est bien ouvert le matin et pas l'après-midi et le soir, etc., etc., etc. Et ça, c'est une manière aussi de se distinguer et de renouveler la relation avec le client, d'être présent à travers les écrans et de prolonger finalement ce travail qui se fait depuis toujours en termes de conseils dans les offices sur les nouveaux outils numériques d'information. On va plus loin, on va même jusqu'à prendre en compte la météo. C'est-à-dire dans la base, à qualifier de se dire, on ne peut pas le faire pour tous bien sûr, mais pour certains services, on dit ça, c'est une activité idéale quand il pleut. Ça peut être un musée, j'en sais rien. Et donc on va interpréter les données météo qui nous arrivent dans le flux, et donc recomposer l'information délivrée au touriste en fonction du temps qu'il fait ou qu'il va faire au moment où il va décider de consommer son envie. Voilà. Bah oui, si on sait faire de la big data chez Google, on sait aussi faire de la big data dans les offices de tourisme et avec leurs prestataires Internet, etc. Ça, on vous le montrera de manière plus approfondie. Le moment venu, c'est pour bientôt. La deuxième bonne pratique que je vais vous montrer, je l'adore parce que c'est l'office de tourisme de Marmande. Je vous invite à aller le voir, à aller le visiter, à y passer du temps. Ça, c'est une partie de l'intérieur de l'office de tourisme. D'accord ? Vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à un office de tourisme. Ça ressemble à, je sais pas, à une maison, ça ressemble à c'est même pas un musée, c'est assez difficile à définir. C'est pensé pour que le touriste retrouve un intérêt à rentrer dans l'office, qu'il ait plaisir à venir se poser là. Et alors se poser là parce que c'est confortable, parce que c'est plutôt beau, et parce que dans le décor, on a intégré des éléments numériques. Et ces éléments numériques, ils ont une utilité. Ce n'est pas des écrans qui sont là juste pour dire voilà les prévisions météo, voilà la liste des restaurants ouverts. Bien sûr que ça est présent, mais le but n'est pas là. Le but, il est de faire comprendre aux touristes quelle est l'identité du territoire. C'est-à-dire que la valeur ajoutée principale de cet office de tourisme, c'est d'avoir non seulement refait son décor, mais avoir fourni un énorme travail de création de contenu multimédia sur le territoire. Faire parler les prestataires, faire parler les producteurs locaux. Et puis, vous voyez, il y a un petit écran dans le fond, on ne le voit pas très bien là, mais il y a une petite table, une petite console derrière, là, à peu près au milieu de la photo, un petit secrétaire. Dans le secrétaire, il y a un écran. Raccordé à l'écran, il y a un vieux téléphone, un vieux combiné de téléphone. Forcément, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de s'asseoir et on prend le combiné. Et là, quand on prend le combiné, on a le son de la vidéo. Et la vidéo, c'est quoi? C'est la vidéo d'un producteur qui va dire, voilà, je me suis installé en Val-de-Garonne il y a X années, voilà ce que je fais, je produis des tomates, etc., etc. Et comme ça, dispersé dans l'office, vous avez une vision, un kaléidoscope finalement, des habitants du territoire, de l'activité du territoire, et bien entendu sous un angle extrêmement touristique.
Voilà. Et ça, c'est l'entrée, une des entrées de l'office de tourisme. Ils sont dans un joli bâtiment. Et vous voyez le gamin, il est sur une table tactile. Et il y a notamment un truc basique, mais la carte du territoire qui se représente qu'il n'est pas juste sur un point, il est sur une destination. Voilà. Et on lui montre finalement cet objet, cette carte au trésor là, qui va devenir son lieu de séjour et sur lequel, évidemment, on va l'inviter, lui et ses parents, à passer le plus de temps possible. En un an, cet office de tourisme, qui est l'office de tourisme de Marmande, ce n'est pas une destination touristique excessivement forte à la base, il faisait 8000 visiteurs par an. En un an, ils sont passés à 45 000. Au point qu'ils sont devenus quasiment le site touristique le plus fréquenté du territoire, ce qui est assez amusant pour un office de tourisme. Donc voilà, en conclusion, c'est ce que je veux vous dire, hein, c'est le message que je veux faire passer, vous l'avez compris. Réinventons la relation à travers les outils numériques en étant conscient de l'expertise qu'on apporte, de notre rôle de conseiller, de tout ce qu'on fait en matière de qualification de cette information si stratégique. Mais n'oublions pas aussi l'expérience du touriste en vacances et ce qu'on peut lui amener en termes tout simplement de confort et de plaisir. Voilà, je vous remercie.